Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Nouvelle émission ce soir, demandez le programme. Tout d'abord le réquisitoire. Alors que les attaques terroristes ont encore été perpétrées cette semaine à Bruxelles, cette fois-ci nous ferons un focus sur l'Afrique subsaharienne avec la Côte d'Ivoire. Le 13 mars dernier, une attaque avait frappé la cité balnéaire de Grand Gassam. Marc décryptera pour nous cette situation. On en recause ensuite avec ce soir 2 infos au cœur du débat politique parlementaire. Faut-il limiter l'implantation des éoliennes en France, notamment aux abords des sites classés? Et puis, il propose une contre-réforme du droit du travail. Les frondeurs du PS adoptent de nouvelles méthodes pour se faire entendre. Quelles sont leurs chances? C'est ce que nous verrons ce soir. Enfin, coup de projecteur en fin d'émission sur la blaxploitation et le cinéma communautaire. Politiquement Incorrect, numéro 118, c'est parti. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi évidemment de vous retrouver. Bonsoir Nelson. Salut Nico. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Et bonsoir Baptiste. Bonsoir. Mes compères de ce soir, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver aussi dans le studio Olivia qui est là ce soir et qui revient de son petit voyage en Amérique. Voilà, Olivia qui nous est de retour après un petit séjour au soleil. Je crois que c'est clair. Elle ne pas la caméra parce qu'elle brille trop. C'est ça, c'est qu'on n'y verrait plus rien. Première émission ce soir diffusée en direct sur YouTube. On est ravis de retrouver nos auditeurs sur YouTube. D'habitude, on a les podcasts sur YouTube et cette fois-ci, nous avons le direct maintenant. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment faire fonctionner tout ça. Allez, c'est parti. On débute tout de suite avec le réquisitoire. Et plus que jamais, on entend parler en ce moment de djihadisme, d'attentats, d'État islamique. Marc, tu as décidé ce soir de nous parler de l'Afrique subsaharienne où il y a eu des attentats récemment. Alors oui, là on est en Côte d'Ivoire. Il y a eu un massacre, donc tu as dit, qui a été commis à Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars dernier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces attentats viennent après une série d'attentats qui a été du Mali jusqu'au Burkina Faso, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et j'annonçais brièvement dans ma dernière chronique consacrée justement au Burkina Faso que le djihadisme allait justement vers le sud. Alors brièvement pour le Mali, il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que AQMI finalement a été balayé peu à peu avec une scission avec le Moujao au nord du Mali, et l'opération Barkhane, l'opération française de maintien de la paix et de sécurité au Mali, au nord du Mali, fait que les djihadistes ne peuvent plus avoir l'influence qu'ils avaient avant, parce que la sécurité française les empêche tout simplement de pouvoir éventuellement nouer des alliances. Alors je répète, pour le nord du Mali, il y a deux courants, un courant qui est mené vraiment par les Touaregs qui ont été supplantés par AQMI, et un autre qui est davantage salafiste, qui concerne la logique d'Ansar Dine, c'est-à-dire d'intégrer peu à peu tout le territoire du Nord, tout le territoire de l'Azawad, pour permettre une sorte de libération de l'Azawad. Mais ce courant a été avec le temps divisé. En tout cas, on voit bien que ça part du Mali, que ça va au Burkina Faso. Et j'avais annoncé que ces mouvements allaient vers le sud, et finalement je me suis pas trompé, parce que donc le Burkina Faso, on l'a vu, a été touché par ces éléments-là, et le djihadisme aujourd'hui en Afrique, étant donné les opérations multiples, descend vers le sud. C'est-à-dire qu'avant on avait un djihadiste, avant les années 90, on avait des conflits un peu en Afrique qui étaient réservés à la partie de l'Afrique australe, donc l'Afrique plutôt du sud, mais pas l'Afrique du Sud, mais l'Afrique au sud, donc Afrique du Sud, Mauritanie, etc. Et on est arrivé très récemment à une contagion qui s'est faite vers la zone sahélienne, la zone justement qui va qui couvre finalement toute cette zone qui est en dessous du Sahara, qui fait la jonction entre le Sahara, donc le désert, et le monde des forêts. D'ailleurs, je me suis trompé, c'était pas Mauritanie, c'était Mozambique que je voulais dire tout à l'heure en parlant du sud. Et cette zone sahélienne aujourd'hui est confrontée à de multiples conflits, et AQMI et Daesh font des actions dans ces zones-là, dans des zones qui sont déstabilisées. Je rappelle qu'au Mali, la division est nord et sud, c'est-à-dire que le AQMI a
prolonger sa logique en allant chercher les Touaregs et en reprenant à leur compte la révolte des Touaregs. S'en est suivi une déstabilisation du Mali, suivi du Burkina Faso. Blaise Compaoré est parti, le nord était déstabilisé, il y a eu des attaques, ce qui a permis à AQMI de passer et justement d'opérer à l'hôtel, je vais y arriver, de Radisson pas de Bamako, mais les attentats du Burkina Faso, pardon, ce qui a déstabilisé le pays. Et j'avais annoncé que justement le djihadisme allait aller encore vers le sud et vers les régions littorales. Et c'est ce qu'on voit parce que la Côte d'Ivoire a été touchée et ce sont les mêmes finalement qui sont descendus. On passe d'un djihadisme et d'actions terroristes qui se passe donc dans la zone saharo-sahélienne qui va justement aujourd'hui vers la zone sahélo-guinéenne, vers le sud et le golfe de Guinée. Pourquoi ? Tout simplement, je le répète, pour la Côte d'Ivoire, que le dispositif Barkhane rend les espaces du Mali et du Niger de plus en plus hostiles finalement aux terroristes et de plus en plus difficiles aussi aux trafiquants. Et peu à peu, ces territoires qui ont été touchés à un moment par AQMI se détachent des djihadistes et les terroristes ont compris que ces régions multiples étaient hostiles, la zone sahélienne, à eux en raison des opérations françaises. Et ils descendent vers le sud, là où les mêmes qu'on retrouve un peu partout, là où l'Arabie Saoudite et le Qatar finalement envoient des dons, envoient des aides économiques pour soutenir ces groupes-là. La situation est aujourd'hui assez claire. C'est que nous sommes devant une forme de nébuleuse en perpétuelle recomposition, mais qui est dynamique, elle est un petit peu partout. Et l'objectif donc n'est plus le Sahel, où sa manœuvre est quelque peu bloquée par les forces françaises, mais les États du littoral africain, donc le golfe de Guinée et autres. Et ces États côtiers sont extrêmement fragiles parce qu'il est composé de zones où les populations sont profondément différentes en raison des conflits ethniques, notamment la Côte d'Ivoire, qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire regroupe 4 grands peuples, ethniquement parlant. Et de fait, ce djihadisme perce vers la Côte d'Ivoire, et ce qui allume un nouveau foyer en Côte d'Ivoire. Et c'est particulièrement inquiétant parce que ce pays est d'une extrême fragilité et que tous les ingrédients de la guerre civile passée sont encore présents. Souvenez-vous, pas très longtemps finalement, la chute de Laurent Gbagbo qui conserve le pouvoir, qui donne lieu à une guerre civile entre le Nord et le Sud, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que ce djihadisme n'est pas à prendre à la légère parce que on voit que les actions françaises de maintien de la paix ou de sécurité font passer la nébuleuse djihadiste en Afrique du Nord sur des frustrations de la part de certaines populations, mais comme au Mali c'est devenu impossible de pouvoir maintenir leurs actions en raison de la présence française, ils sont obligés de descendre vers le sud, et donc on voit très bien comment géographiquement ça s'opère, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je rappelle que ces 3 pays, le Mali et le Burkina Faso sont frontaliers, et que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont aussi frontaliers. Alors c'est certes pas des phénomènes nouveaux, hein, on a déjà eu des formes de djihad au 19e siècle, comme j'ai déjà dit précédemment, mais en tout cas, tout se déplace vers le sud, et la Côte d'Ivoire est extrêmement importante parce qu'il y a toujours cette division nord-sud entre un nord musulman et un sud chrétien, et un nord majoritairement d'ethnie unie contre les ethnies du sud. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, retenons juste ceci, c'est-à-dire que le djihadisme n'est plus maintenant sahélien, mais saharo-sahélien, mais il est sahélo-guinéen, c'est-à-dire qu'il descend vers le golfe de Guinée. Voilà. Merci Marc pour ces informations et voilà cette analyse un petit peu de la situation. Le djihadisme, nous le disions en introduction, qui a encore fait des centaines de victimes, que ce soit des blessés par centaines effectivement à Bruxelles, ou que ce soit des morts, puisque le bilan pour ce qui concerne la capitale belge est d'une trentaine de morts sur une station de métro et dans l'aéroport de Bruxelles, avec évidemment tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la fermeture de l'aéroport, la recherche de complicité et également de ceux qui se sont enfuis. Et puis voilà, hein, c'est ce que commencent à souligner pas mal de journaux. Il y a le cas de Bruxelles, mais il y a eu aussi d'autres cas un peu partout dans le monde, puisqu'en 9 jours, il y a eu 9 attentats. Donc c'est relativement important. 9 attentats, précisons-le, tous proches du djihadisme et d'État islamique pour le coup. Donc voilà, j'imagine que ça n'appelle pas plus de réactions que ce qu'on a pu dire dans les dernières semaines en parlant justement des attentats, puisque la semaine dernière nous parlions de l'arrestation de Salah Abdeslam, et enfin pas de l'arrestation puisqu'il n'était pas encore arrêté, mais plutôt de la traque qu'il y avait à ce moment-là en Belgique, justement, Nelson. En fait, je parlais de réaction, je trouve que là, avec tous ces attentats,
le fait de réagir comme on le fait, je parle médiatiquement, hein, comme on le fait à outrance, avec les chaînes d'infos en continu, tout ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait limiter. Dans le sens où parler à outrance de ces événements, il faut le faire, il faut en parler, mais de banquer à mort dessus, je crois que c'est jouer le jeu du terrorisme. Hein. Je pense que j'apprends rien à personne. Oui, les chaînes d'infos qui sont encore en continu depuis Ah ce oui, week-end. depuis mardi, voilà. c'est atroce. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça rapporte beaucoup de choses à l'État islamique, notamment en termes de publicité. Les personnes qui se disent... tu sais, il y a plein de personnes paumées qui voient ça, qui se disent, putain, les mecs, ils ont du pouvoir, ils font des actions, on les écoute, etc., etc. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça peut donner envie à des gens qui n'ont pas qui sont paumés, tout simplement, pour être simple, pour pas commencer à aller à faire des considérations erronées. Il y a des gens qui sont un peu limités socialement et psychologiquement. Ça peut leur donner envie, si tu veux, de donner autant d'importance à des gens comme Daesh. Et je pense que parler à ce point-là, aller dans le mélodrame à ce point-là, je crois que c'est quelque chose qui sert profondément l'État islamique et qu'il faudrait limiter. Eh bien, très bien. En tout cas, merci pour ces quelques informations de tous les deux et réactions sur cette partie des attentats. Et on rappelle à nos auditeurs que vous pouvez écouter l'émission de la semaine dernière où nous parlions justement, là encore, des attentats qui avaient pu être perpétrés dans le monde et également de ce qui se passait en Belgique à ce moment-là. On va passer tout de suite à On en recause, c'est-à-dire l'actualité de cette semaine. Et l'actualité de cette semaine, nous avons fait une petite sélection de ce que l'on pouvait trouver dans l'actualité. Et eh bien, vous le savez, le nouveau projet de loi travail, alors là aussi on pourrait ne pas y passer des heures, le nouveau projet de loi travail était aujourd'hui en discussion normalement au gouvernement. Eh bien, vous le savez, ce texte n'est pas sans créer une polémique au sein du Parti Socialiste et au sein de la gauche de manière générale autour de ce qui est prévu dans le fameux texte qui réforme le droit du travail. Et il faut le savoir, les frondeurs du Parti Socialiste ont créé leur propre réforme du droit du travail, leur contre-réforme, dans laquelle eh bien, on trouve des propositions qui vont totalement à l'inverse de ce qui est prôné dans le texte de Myriam El Khomri. Je vous donne un exemple. Dans ce texte, par exemple, eh bien, les frondeurs proposent que les gens qui travaillent de nuit soient payés 35 heures et n'en fassent par exemple que 32, alors que la loi El Khomri va dans l'autre sens, hein, en confortant plus facilement tout ce qui est heures supplémentaires et heures, voilà, jusqu'à 48 heures, voire 60 heures dans certains cas précis. On en avait discuté il y a quelques semaines, là encore. Et le texte le texte demande plutôt, puisque en l'occurrence celui-ci ne sera certainement pas soumis au vote, ce texte proposé par les frondeurs propose également de mettre en place un seuil minimum, je vais y arriver, un plancher aux heures supplémentaires qui serait donc majoré de 50% contre 25% actuellement et certainement 10% dans le futur projet de loi. Rappelons que le futur projet de loi en l'occurrence fixe un seuil minimum, mais qu'ensuite les entreprises peuvent jouer sur ce seuil. Donc voilà, rien n'est vraiment finalement fixé dans la loi El Khomri. Là, les défenseurs de ce texte proposé par les frondeurs du Parti Socialiste vont vraiment dans le sens inverse de ce que propose finalement la loi El Khomri. Alors voilà, nouveau projet mis en avant, c'est-à-dire un nouveau débat d'idées finalement avec d'autres propositions. La question qui est soulevée ici, c'est est-ce qu'il faut travailler plus pour gagner plus ou pas, ça c'est chacun se fera son opinion, ou est-ce que moderniser le travail, ce n'est pas accorder plus d'avantages aux employés pour permettre à peut-être plus de personnes d'entrer sur le marché du travail, ou en tout cas d'avoir un travail aujourd'hui. La question est posée en tout cas, et on se souvient que Martine Aubry avait été l'une des premières grandes voix à s'offusquer de la nouvelle réforme de Myriam El Khomri et du gouvernement dans son ensemble. Nelson, pardon.
c'est quand même quelque chose qui est étrange cette loi, c'est que quand tu quand tu regardes un peu ce qui est écrit, t'as l'impression que c'est pas fini, si tu veux. C'est-à-dire que bon, ce qui était le cas d'ailleurs, hein, quand on a commencé à râler sur ce projet de loi, elle n'était pas encore finie. Et bon, bah là, c'est un peu une espèce de négociation, c'est-à-dire bon, les gens ils sont pas contents, alors on va changer peut-être un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. En même temps, cette loi, elle concerne énormément de choses sur le travail. Je, je crois que c'est un truc la loi n'est pas bien faite. Je crois que ça a limite ça a limite été fait pour occuper les gens pendant quelques temps, pour faire limite passer quelque chose derrière. Je sais pas, mais en tout cas, la loi, je me demande vraiment comment ils ont pu sortir un truc aussi énorme que ça. Mais ça me paraît quand même relativement aberrant. Ils savaient en plus, ils savaient concrètement que ça allait faire gueuler les gens. Hein. Bah, surtout un gouvernement de gauche qui propose une loi comme celle-ci, c'était évidemment prévisible. Après, bon, ben, c'est bien qu'on propose, qu'il y ait des groupes qui réussissent à proposer d'autres idées, bon, qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises. C'est pas la question. C'est au lieu de dire on est contre, t'as des gens déjà qui proposent des trucs. Ça, c'est quand même intéressant. Et ça me permet d'aller sur quelque chose d'autre. C'est les manifestations. Je prends pour celles que je connais, étudiantes, qui sont quand même parfois un peu dénuées de sens profond. C'est-à-dire que moi, je vois un Paris 8, c'est un peu bidon. Enfin, je devrais pas dire ça. Je vais me faire cramer, mais il y a quand même des choses qui sont bidons. Quand tu vas dans une AG qui t'explique c'est une organisation de savoir comment on va râler. Il n'y a pas de proposition de fond derrière. Si tu veux, ça devient, on organise une soirée. Ça ressemble plus à l'organisation d'un événement culturel, si je peux dire ça, d'un rassemblement culturel. On va faire ci, on va faire ça, machin. Que réellement, il y a une demande politique et sociale. C'est un truc que je comprends pas trop, sur lequel je suis assez contre. Je suis pour le fait qu'on se manifeste, pour manifester son mécontentement et tout, etc. Mais il y a une façon de le faire. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a ça se passe pas comme ça devrait se passer. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, les jeunes sont ceux qui aujourd'hui sont le plus dans la rue, puisqu'il y avait eu cette journée d'action la dernière fois. Encore, oui, voilà, il y avait eu une journée d'action générale où plusieurs syndicats invitaient de différentes professions. Mais c'est vrai que ceux qui continuent aujourd'hui d'être dans la rue, à l'image de ce qui s'était passé il y a quelques années pour le CPE, le contrat première embauche, eh bien, les lycéens, les étudiants sont dans la rue et défendent entre guillemets leur avenir par cette manifestation. Mais toi, ce que tu soulignes ici, c'est voilà, finalement on gueule pour gueuler quoi, quelque part, et le débat se positionne plus sur la façon de gueuler que sur les propositions qu'on pourrait faire derrière ou le fond de ce qui est porté. Il y a un peu de ça. Enfin, je sais que moi, je suis profondément contre. C'est bien qu'on se manifeste, c'est vraiment une bonne chose, mais quand tu vas à une AG que je devrais pas dire ça, mais bon, politiquement incorrect, hein, on va faire porter son nom. C'est quand tu vois les mecs qui t'expliquent qu'il faut voter une motion pour savoir si on mettait, pour payer l'alcool pour la soirée à la fac, si tout le monde mettait de sa poche avec un pot commun, ou si tout le monde ramenait une bouteille, un truc comme ça. Quand dans une AG, t'en viens à parler de ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Eh ben au moins le coup de gueule, l'information est passée en tout cas. C'est mauvais, hein, je devrais pas dire ça, mais moi ça me choque si tu veux. Alors justement, on parle de cette loi travail et il y a un article qui est sorti sur Numéricable, SFR Numéricable. Vous le savez maintenant, le groupe est ensemble. Tu voulais rajouter quelque chose, non ? Non. Voilà, le leader mondial des centres d'appel Téléperformance va mettre en place à Blagnac un logiciel qui impose de demander sa pause pipi par mail. Les syndicats dénoncent une atteinte à la dignité de la personne humaine. Alors, faut bien sûr aller derrière ça. Il y a les centres d'appel et il se trouve que pour les 140 salariés chargés des clients de SFR Numéricable, ce logiciel implique de formuler, donc il y a un nouveau logiciel qui est mis en place et qui implique de formuler par mail toute demande de pause. Pourquoi ? Bah oui, parce que ce logiciel, c'est l'automatisation, voilà, de mieux se partager la charge de travail. C'est ce qu'expliquait la Dépêche du Midi pour information. Et France Bleu a relayé aussi cette information. Voilà, il faut demander, bah oui, excusez-moi, est-ce
est-ce que je peux prendre une pause? C'est pas spécialement la pause pipi, c'est toutes les pauses. Est-ce que je peux prendre une pause pour que le travail ne soit pas donné à la personne qui est partie fumer sa cigarette ou aller en pause pipi en l'occurrence. Voilà. Et une pause pipi donc qui sera désormais décomptée des 30 minutes auxquelles les salariés ont droit sur une journée de 7 heures dans l'entreprise. Et voilà, le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise a dénoncé une atteinte à la dignité de la personne humaine et a dit que ce n'était pas une contrainte acceptable et en rappelant que 7% des effectifs sont âgés ou souffrant d'un handicap et ne peuvent attendre un feu vert hiérarchique pour satisfaire ce besoin naturel. Voilà. L'intersyndicale appelle à un débrayage donc ce 25 mars, demain, de 14h à 17h, donc pour le centre Téléperformance. Voilà pour ça. Alors, on parlait de cette loi travail qui fixe de nouveaux cadres, qui donne au sein de l'entreprise d'ailleurs certains pouvoirs plus qu'à la branche générale du travail. Voilà ce que finalement risque d'être demain le débat entre les syndicats, les employés et leurs patrons. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver vers ce genre de situation, quoi? Il n'y a même pas un débat là, c'est un abus complet de ce que peut demander un patron à son salarié. Enfin, je veux dire, t'as envie de pisser, tu vas pisser. Normalement, t'as même pas besoin de demander la permission, quoi. Alors là, on est sur un télécentre. Si oui, on non, prend mais même sur une chaîne de production, par exemple, où on ne peut pas s'absenter comme ça. Enfin, il y a des. Non, mais je veux bien, mais enfin bon, sur un télécentre, déjà, quand t'appelles un télécentre, t'as temps facile 10-15 minutes. C'est vrai, enfin, je pense qu'on l'a tous fait ici, on se retrouve avec le téléphone, machin, à faire autre chose en même temps. Non, ça dure longtemps. Je pense que le mec, s'il a envie d'aller pisser, il a largement le temps. 5 minutes de plus, qu'est-ce que c'est? Mais non, un patron n'a pas demandé ça à ses employés. Enfin, et personne au monde a le droit de demander ça. Alors d'ailleurs, en 2012, l'entreprise a été condamnée à 750 € d'amende par les prud'hommes pour avoir reproché à un salarié syndicaliste de prendre des pauses pipi. Marc, enfin, c'est grave. Ce qu'il faisait pendant les pauses pipi aussi, tu vois. Marc, on rappelle à nos auditeurs que les pauses pipi ne sont pas autorisées pendant l'émission, hein, elles sont interdites. Je vais te demander justement, c'est pour ça. Bon bah attendez, je peux faire sur la table, non? Non, mais je remarque que là on est dans le grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a à la fois une... Alors déjà, moi je voudrais revenir sur ce que disait Nelson et ça prolongera sur ce que tu viens d'évoquer, Nico. Moi je suis d'accord pour dire que la plupart du temps et même toujours les réformes, que ça soit celle du CPE dont on avait vu un peu il y a très longtemps, je crois, en 2000, ouais voilà, celle aussi. C'est plus vieux que ça le CPE, hein. C'est plus vieux. Je j'étais encore au collège. Un petit peu plus vieux, oui, c'est exact. C'est pas 2004, 2005, je sais plus. 2004, Bref, je crois. 2006. Ça va, qui prend les paris? Non, mais je remarque que ceux qui sont habilités à manifester sont malheureusement pas les bons. Parce que moi, j'aimerais bien savoir sur le nombre de manifestants qui a lu la réforme en entier. Je suis pas sûr qu'on atteigne, avec tous les jeunes qui y vont, les lycéens, surtout les lycéens, on atteigne le 20%. Donc moi, je trouve qu'il y a là une façon à suivre le mouvement et pas à réfléchir. Parce que ce que tu as fait et ce que nous avons fait à l'émission, c'est d'essayer de comprendre la loi, de la lire, et tu l'as fait mieux que nous, Nico, c'est sûr. Mais il y a une invitation à réfléchir, et du coup, déjà, rien qu'en lisant à titre personnel cette réforme, on voit que ce qui est dit n'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est la première chose. Donc ceux qui gueulent au nom des 35 heures, au nom de la liberté, au nom du machin, ou justement, comme disait Nelson, au nom du camarade, viens par nous. Puis en plus, ce sont les mêmes qui nous brandissent la marteau et le faucille dans les manifestations. Enfin là, c'est un mouvement vers le rien finalement. C'est une invitation à ne pas réfléchir. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la réforme du travail, le fait qu'il y ait des fondeurs, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, mais ça montre deux choses. La première, c'est que la gauche n'a plus de légitimité même au sein de son clan. Et la deuxième chose, c'est-à-dire que si des frondeurs sont capables de penser cette loi, ça veut dire que cette loi a été pensée par une petite clique et pas par l'ensemble des personnes qui sont concernées, soit par le programme politique, soit par le gouvernement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sur la question, après, tu disais pour la pause pipi, c'est quelque chose de plus léger, on va dire. Moi, je trouve ça, ça dépend. Je trouve ça assez grave. Je pose pipi, hein, j'ai pas dit pause, j'ai pas dit on va larguer les enfants à la piscine ou quoi, j'ai dit pause pipi. Donc je remarque que là, on est au même titre qu'avec les radars, au même titre qu'avec beaucoup de choses, on est dans le fait que ce qui est du domaine privé entre dans le domaine public. Et ça, je trouve que c'est grave d'un point de vue purement idéologique, parce que quand l'État ou quand l'organisation qui est au-dessus de vous commence à s'immiscer dans votre vie privée, c'est ce qu'on appelle très, très facilement le totalitarisme. Et
à ce point-là, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave parce que ce totalitarisme, maintenant, il a un nom. Il s'appelle libéralisme. Et avec ça, on est capable de faire n'importe quoi. Parce que je veux bien qu'on prenne pour des questions de forme et de pratique le fait qu'on puisse dire si on n'est pas là ou on est là. Mais là, il y a une invitation tout simplement comment on appelle ça, fliquer les gens. Et une invitation aussi à à rentabiliser davantage. Si t'es pas là, il faut absolument que le travail aille à quelqu'un d'autre. Donc il y a une façon de rentabiliser et de fliquer. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est là-dedans et que Big Brother finalement n'est pas très loin. Quand on voit aujourd'hui qu'avec et ça c'est le principe même dans le monde dans lequel on vit, en tout cas à notre échelle, quand on voit qu'on est fliqué sur la route pour des petits trucs, qu'on est fliqué, que ça rapporte des milliards à l'État, qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, puis qu'il y a des problèmes sociaux, etc. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand il y a des migrants qui viennent, on leur dit finalement là il y a 1 000 € pour vous. Alors moi je trouve que quand on a présenté cette mesure et que quand les chômeurs se sont dit mais vous trouvez 1 000 € pour les migrants, pas pour nous. Alors moi je suis pour le fait qu'on donne aux migrants et je suis pour aussi le fait qu'on donne à ceux qui sont dans la misère sociale. Donc là, il y a une invitation aussi une fois à pas penser et ça se rejoint jusqu'à aujourd'hui avec la réforme du travail justement et cette façon certes avec ironie, mais moi je trouve ça grave, la pause pipi. Voilà. Et au moins le coup de gueule est passé. Baptiste, oui. Tu rejoins l'avis de Marc. Oui, non, mais la pause pipi, je vais pas rebondir là-dessus. Je suis d'accord avec Marc, avec des mots très forts, hein, tels que totalitarisme, très important. Non, après, par contre, je ne peux pas vraiment rejoindre mes deux compères sur cette indignation générale vis-à-vis des étudiants qui font une manifestation sans savoir pourquoi. Je veux dire, c'est un peu tout le monde sait que les manifs et autres, les grèves comme ça, c'est juste une excuse pour sécher les cours. Je m'en souviens encore du CPE, je m'en souviens très bien à l'époque, on était au lycée. Forcément, tu vois des mecs devant le portail, on peut pas rentrer, c'est dommage. C'est fini, tu vas plus après. Mais non, ça on le sait, de toute façon, il y aura toujours plein d'opportunistes, tu auras toujours les rapaces qui tournent autour du truc, qui vont trouver la moindre excuse pour sécher des cours, là, en l'occurrence, là, d'accord. Après, tu auras toujours certains profiteurs qui vont venir et qui vont essayer de trouver un combat qui n'est pas le leur et qui vont essayer de se réapproprier le message. Voilà, comme Marc disait, la faucille et le marteau. Enfin, des gens qui viennent, qui essaient de faire passer leur propre message, en fait, ils ont leurs intérêts à eux et ils essaient de surfer sur une autre cause, en fait, pour faire passer leur message bidon qui n'est même pas entendu au final et qui en plus de ça décrédibilise complètement le message original, ce qui fait qu'au final voilà, si on se retrouve avec malgré tout c'est se tirer une balle dans le pied, parce que si on se retrouve dans une manif sur cette loi et qu'on commence si les journalistes posent des questions à des jeunes, à d'autres gens présents et qui savent pas ce qu'ils foutent là et qui sont juste là pour être là avec les potes parce que c'est une journée à Paris et que super, et ça fait un peu d'animation dans leur vie. Au final, qu'est-ce qui empêche vraiment les gens de faire passer cette loi si au final les gens qui sont contre, ils savent pas ce qui se passe? Ce n'est pas utile. Voilà. On a entendu vos points de vue. Juste mesurer un peu ce que tu dis, c'est pas qu'un prétexte pour sécher les cours. Je pense qu'il y a vraiment Non, il y en a certains qui sont vraiment impliqués. Oui, après, oui, c'est vrai qu'il y a par l'idée générale, ils sont inspirés, d'accord. Mais ça, c'est vrai, par contre, quand tu dis que c'est un prétexte pour beaucoup de monde de pouvoir faire passer des idées qui n'ont rien à voir. Tu parlais de la faucille et le marteau, il y a aussi tous les antifas, les trucs. Enfin, c'est devenu une espèce de combat chelou. On va tout mettre dedans. Et c'est aussi ça le problème quand tu fais une AG pour parler de faire une manif, c'est que tout le monde peut venir et personne ne sait pourquoi. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas dans une manif, je sais pas si vous avez fait l'expérience, il y a de la musique partout, il y a des machins, les gens picolent, ouais, il y a quand même une idée de fête derrière, si tu veux. C'est un peu bizarre. Quand tu vois les vraies manifestations, je pense à mai 68, les gens, ils étaient pas en train de faire la fête. Les mecs étaient dans la rue, mais ils gueulaient pour de vrai. Ils étaient vraiment pas contents. Et c'est un peu... Ouais. Mai 68, il y avait quand même des trucs... Oui, il y en avait, on était hors du contexte, là. Il y avait des non, trucs. mais je suis d'accord, évidemment. Mais enfin, il y avait quand même une majorité de gens qui étaient vraiment contre et qui manifestaient leur mécontentement. Qui manifestaient pas juste... pour le plaisir de manifester. Enfin, c'est mauvais de dire ça, parce que c'est pas totalement vrai, mais cette idée-là, tu vois, allez, on va manifester et tout, et d'en faire une espèce de fête, je suis pas pour. Je trouve que c'est vraiment tirer une balle dans le pied.
Parce qu'on passe pour des guignols, faut quand même quand le petit journal interview, comment on dit? Interview, oui. Interview. Interroge, si tu veux parler français. Interroge, t'as raison. Des jeunes dans la rue, ils font exprès d'ailleurs parce qu'ils savent très bien la réponse. Vous voyez, mais on voit des gogoles, quoi. Enfin des gogoles, non, mais ils sont pas formés, si tu veux. Je veux dire, moi, faut se souvenir comment on était au lycée aussi, ou même au collège. On nous sort une idée d'électrice et puis voilà, on est un petit peu dans un mouvement de masse et on est enchaîné là-dedans. Et puis on y va. Mais on n'a aucun moyen de penser, d'analyser la chose. On nous dit, oui, 35 heures, faut qu'on les garde. Bon, alors tout le monde va dire, bah d'accord, je suis bourre, mais personne va lire les conditions de patati patata. C'est-à-dire que l'information va tellement vite aujourd'hui, et ça va croître encore, qu'il y a plus d'invitation vraiment à se poser, à réfléchir, à débattre sur des questions. Et on le voit bien maintenant. Aujourd'hui, tout est normé, tout est minuté. Même que les candidats aujourd'hui pour les présidentielles doivent avoir un temps de parole. Que les médias aujourd'hui disent bon, on n'a plus le temps, on peut pas débattre sur des questions comme ça. On veut aborder plein de sujets. En fait, on rentre jamais dans le fond du sujet. Et ça rentre. Et c'est typique ces manifestations. Alors, je ne dis pas, vraiment, il y a des gens, mais je pense qu'ils sont dans une extrême minorité qui ont porté ce combat et qui du coup, eux, ont une forme de légitimité. Mais ça ronfle quelque part, mais qui ont une forme de légitimité, mais malheureusement ils sont, à force de vouloir trop de gueulards, si on peut dire ça comme ça, ils en perdent le sens et le but de la révolte. C'est vrai que tu as énormément de personnes qui profitent de ces choses-là pour se mettre dans une position de petit chef à la con, qui a une position d'autorité mais nulle, mais ils en profitent à balle. Ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Et je pense que c'est à te dégoûter des combats sociaux. Je pense que moi, si j'y vais pas, c'est en partie à cause de ce truc-là. Pourtant, c'est des combats qui me touchent, tu vois, enfin, qui me touchent sincèrement. Mais là, quand tu vois ces espèces de gens qui gueulent et qui en plus te reprochent de pas aller en manif avec eux parce que tu penses que ils le font pas de la bonne façon, les mecs te reprochent sincèrement ça, si tu veux. Moi, je me suis fait traiter. Bon, je vais pas dire le mot, mais ouais, enfin, on me l'a reproché avec véhémence, tu vois. Enfin, non, mais c'est le grand problème. Et puis, juste après, je te file à toi pour rebondir sur ce que tu disais. C'est quand on parle des débats à la télévision, d'ailleurs, ça n'existe pas les débats à la télévision. C'est un débat d'opposition. Ce n'est pas un débat fait pour évoluer. Jamais on ira dans un fond. Bon, c'est vrai qu'à la décharge de certains. Si on parle des médias en règle générale, c'est vrai qu'on est un peu dur. Il y a des médias qui proposent de l'information, c'est vrai. Mais ils sont tellement minoritaires et tellement pas sur la grande écoute qu'ils passent quasiment inaperçus. Moi, je rebondirais juste sur l'exemple, par exemple, du soir où François Hollande a été élu, où on a vu en fait des soutiens, où on a vu des drapeaux partout. On a vu la marteau et le faucille, on a vu un drapeau palestinien, on a vu tout un tas de choses qui montrent que les gens ne connaissent pas ce qu'ils soutiennent et ce pourquoi ils sont ici. Quand on sait la composition du gouvernement, on se demande pourquoi il y a un drapeau palestinien là. Parce que tout le monde ont attaché, même Manuel Valls en prime, son attachement au sionisme et du coup, non à la non-reconnaissance de l'État palestinien. Quand on voit la marteau et le faucille, on se demande qu'est-ce qu'il y a comme rapport, peut-être le totalitarisme, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport avec ce gouvernement qui est socialiste et non pas communiste. Donc, c'est un espèce de grand foutoir où on a l'impression qu'on est dans des forces qui se rapprochent mais qui sont totalement opposées et qui ne comprennent pas que le même candidat qu'ils soutiennent ou la même idée qu'ils soutiennent est complètement divergente par rapport à leurs idéaux et c'est vraiment le mouvement du rien, quoi. C'est gueuler pour gueuler, c'est bouger pour bouger, c'est faire la grève pour faire la grève. Alors je dis pas ça pour les industries, ceux qui perdent leurs emplois, mais en tout cas on est vraiment dans une ère où les mots et les manifestations n'ont plus grand sens. Baptiste, pour te répondre. Oui, pas spécialement pour répondre, mais c'est aussi pour rajouter un peu vis-à-vis de tout ça, c'est pour revenir sur le coup des manifs. C'est pas un phénomène uniquement français, malgré tout. C'est un phénomène, c'est plutôt moderne. C'est un phénomène moderne, mais ça arrivait. Là, je regardais vite fait les infos. Mais non, mais c'est arrivé les années précédentes. Aux États-Unis, par exemple, quand il y a eu toute l'affaire Occupy Wall Street, où t'as plein de gens qui sont venus. Tu regardais bien, au début, le mouvement était là, il était concret. Tu regardes quelques semaines plus tard, avec tous les médias qui sont arrivés, tu te retrouves avec finalement une bande de hippies qui faisaient du diabolo et en train de jongler devant Wall Street. Et quand ils étaient interviewés, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient là pour passer du bon temps et juste à gueuler Occupy Wall Street. Ils avaient les mots-clés vite fait en tête, 1% et compagnie. Mais c'était pas concret au final. Enfin, c'est le truc, c'est que ça se fait gangréner très vite.
tu sens que dès qu'il y a une manif, de toute façon, t'as un cancer qui se forme au milieu et puis t'as les opportunistes qui arrivent, quoi. C'est ça aussi. Même... Après, mais c'est vieux comme le monde, tu te rends bien compte. Moi, après, bon, ça, c'est plus un avis personnel. Il y a d'autres manifs plus importantes où ça a été un peu. Il s'est passé le même cas il y a plusieurs décennies de ça déjà, mais dont je ne parlerai pas ce soir. Eh bien, merci pour ces quelques réactions, messieurs, sur la partie réforme du travail et manifestation. Autre actualité de cette semaine, si vous le voulez bien, ce sont les députés qui ont retoqué un texte proposé par les sénateurs. Les sénateurs avaient choisi de limiter l'implantation des éoliennes en réclamant un avis conforme des bâtiments de France quand un site classé se trouve à moins de 10 km. Mais les députés ont supprimé cette disposition sous l'impulsion notamment des élus écologistes et des membres du gouvernement qui sont eux aussi écologistes. Voilà. Débat là-dessus. Faut-il développer les éoliennes ? Finalement, le débat qu'il y a derrière, c'est développement durable contre patrimoine. Voilà un petit peu les questions qui peuvent se poser suite à cette décision. Marc, qu'en penser ? Je sais que tu avais notamment étudié quelques petites choses sur le développement durable. Et voilà, cela peut avoir un intérêt de t'entendre sur le sujet. De toute façon, la transition énergétique, il va falloir la faire. Elle est en marche. Mais je trouve ça un peu impressionnant parce que, d'ailleurs, ce sujet, justement, de certains conservatistes par rapport aux monuments qui sont jolis, qui ont une histoire, qui ont un passé, je trouve qu'il y a là, dans cette façon de penser, quelque chose qui relève fondamentalement de ce qu'est notre société. Parce que on n'a tellement rien à proposer. Dire, quand Haussmann détruit les grands boulevards de Paris et construit autre chose, il a fallu détruire l'ancien pour faire du nouveau. C'est-à-dire que nous, on a l'impression, on est tellement dans l'ère du conservatisme urbain, historique, etc., qu'on propose rien d'autre. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser, nous, à part, justement, le fait qu'on ait restauré des trucs qui existaient déjà avant nous. On a l'impression qu'on va rien laisser, finalement. C'est typique de nous. On n'a rien à proposer, on fait des bâtiments dont on sait qu'ils ne dureront pas. Quand vous voyez qu'il y a des cathédrales magnifiques qui sont encore là. Bon, alors elles ont besoin d'être restaurées, mais elles sont encore sur pied, et même des murs sont encore sur pied. Et je me demande à voir ce que les grands ensembles des années 60, sans retouche annuelle ou ravalement annuel, seraient aujourd'hui. Donc, c'est derrière tout ça, il y a quand même quelque chose, voilà, je le redis, qui démontre à quel point on n'a rien à proposer comme alternative. Parce qu'on veut tout conserver, et que va-t-on laisser, nous, comme image ? Pas celui d'une construction, mais d'une restructuration de ce qui existait déjà. Et c'est encore cette idée du fait qu'on n'a rien à proposer, qu'on est vers ce mouvement qui est que le mouvement où le néant l'emporte. Et alors, je suis pour la réforme énergétique, je suis pour que les éoliennes, même si j'aime pas la gueule qu'elles ont, il va falloir le faire de toute façon. Donc, je préfère ça, au contraire, d'autant qu'au bout d'un moment, à force de ralentir le processus, on va y avoir un changement radical, et là, ça va être encore plus dur. Je trouve qu'un changement est plus simple à accepter en douceur, et voilà pour cette histoire d'éoliennes. J'ai vu que Nelson réagissait, n'était pas forcément totalement d'accord, Nelson. Ah oh, je suis en désaccord complet sur beaucoup de choses que tu as dit, notamment sur le fait qu'on ne va rien laisser. Je suis pas d'accord, c'est-à-dire que là, rien que le Grand Paris, l'Arche de la Défense, la bibliothèque François Mitterrand, c'est des trucs qui vont rester, le Centre Pompidou, tout ça, c'est des choses qui sont récentes, qui sont de notre ère, c'est à nous, si tu veux. Et ça va rester, si tu veux, ça fait partie de l'image de Paris aujourd'hui, enfin surtout l'Arche de la Défense, hein, parce que c'est vrai que le Centre Pompidou, il est un peu moins connu. Mais c'est des choses qui resteront, je pense, qui seront signe de notre passage, de notre ère dans l'avenir. Après, tu disais qu'on propose rien, donc bon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Sur le conservatisme, il y a une partie comme ça, notamment à Paris, c'est vrai, qui vise à ne pas vouloir moderniser. Il y a effectivement quelque chose comme ça, mais il ne faut pas oublier que Paris, c'est aussi une ville touristique, c'est qu'il fait un blé monstre avec ça. Ce serait se tirer, pour le coup, encore une fois, une balle dans le pied, c'est de viser le chargeur, parce que si on commence à tout détruire pour faire du neuf et des trucs bien, là, les touristes vont dire non, mais ils ont fait quoi à Paris, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a plein de quartiers de Paris qui mériteraient un sacré ravalement. Mais non, je crois qu'il faut quand même... Enfin, niveau patrimoine, je trouve que c'est pas trop mal ce qu'on fait.
Et le fait qu'on se pose la question de savoir pour la transition énergétique, dont tu parlais, savoir s'il faut mettre les éoliennes à côté, effectivement, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sachant qu'en plus, il y a des kilomètres de côtes qui ont rien de particulier, on pourrait poser des éoliennes comme ça. Il y a tout un tas de zones, ne serait-ce qu'au large des côtes. Où le vent est plus important en plus. Où le vent en plus est plus important. On pourrait coller des éoliennes sans que ça gêne personne, dans les terres, dans les champs. Ce qui me gêne avec ça, c'est que tout le monde dit oui, il faut les éoliennes, mais personne n'en veut chez soi, si tu veux. C'est comme les prisons, c'est comme tout un ensemble de choses, les centres pour accueillir les personnes sans domicile Ou enfin fixe. pour les prisons, je vais citer Les aéroports, les métros, Bien les trucs sûr. comme ça. Il y a pas besoin. Le not in my backyard, qui est le pas dans mon jardin, c'est-à-dire je veux bien qu'il y ait une infrastructure puisque je soutiens l'action, mais je ne la veux pas chez moi, quoi. Oui, mais c'est un truc qui est les gens. Donc mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'endroits où ça gênerait pas grand monde. Mais ça pose la question de rapatrier l'énergie aussi, Nelson. C'est Je- une façon de mettre ça pas très loin. Oui, je c'est ça sais, aussi. mais le truc, c'est que de toute façon, si on veut commencer à avoir une énergie vraiment, enfin, un système éolien qui fonctionne vraiment pour tout le monde, enfin, sans vraiment coupure, de toute façon, il faudrait couvrir un sacré bout de terrain, et la question se posera quand même. Donc, enfin, la question de ramener l'énergie se posera quand même, et je pense que le meilleur moyen qu'on ait aujourd'hui, c'est de le mettre au large des côtes. Eh ben, au moins, on a compris le positionnement géographique que tu souhaiterais pour les C'est éoliennes. pas que je le souhaite. Bah, oui. Mais bon, sachant qu'il y a, à part les éoliennes, il y a aussi énormément oh là là, excusez-moi, je perds mes mots. D'alternatives. Durables. Notamment une qui va beaucoup plus récemment, j'ai appris ça, c'est, vous savez, le big data, c'est une espèce de Oui. ferme d'ordinateurs. Il y en a une à Saint-Denis qui pompe la moitié l'électricité de la ville. En fait, il y a des gens qui sont en train de travailler pour récupérer cette chaleur, Mhm. la chaleur générée par ça, et la changer en énergie. Ça, c'est des trucs intelligents quand même. Voilà, parce que Donc, rappelons que les on panneaux y viendra, solaires, on y qui viendra. sont une autre alternative, génèrent aussi quelques petits problèmes, puisque ils sont composés de plein de choses qui sont pas forcément bonnes pour l'environnement. Voilà, il y a aussi le revers des technologies, hein. C'est assez évident. C'est comme quand on dit qu'il faut remplacer l'électrique et revenir à d'autres moyens plus anciens. Le problème, c'est qu'effectivement, ils peuvent être consommateurs d'autres énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour la planète. Baptiste. Moi, ça n'est peut-être pas trop sur le côté énergétique que j'ai envie de De répondre. revenir. Non, après, c'est vrai, c'est plutôt sur la question du patrimoine. Le patrimoine, là, j'ai envie de rejoindre les deux. Alors oui, Nelson a raison, c'est vrai qu'on a, on a des constructions modernes, enfin, contemporaines, qui resteront encore là. Ça sera l'héritage qu'on offre aux générations futures. Après, c'est vrai aussi que je rejoins Marc sur le côté qu'il faut pas être faut pas être non plus naïf. Enfin, le patrimoine, c'est pas un mot qui s'arrête à une période donnée, quoi. C'est pas bon, ça y est, on a passé l'année 2000, on touche plus à rien. Et il faut quand même, c'est vrai que la ville bouge. La France, enfin, c'est pas que Paris dont on parle malgré tout, c'est toute la France entière au final. Quand on parle de patrimoine, c'est tout le pays. Mais voilà, le pays est vivant, c'est un organisme qui vit, qui évolue, qui bouge. On n'aura pas toujours les vieilles constructions, les vieilles bâtisses, même si on a envie forcément de garder ça. C'est une trace de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est une trace de l'histoire, mais l'histoire, c'est absurde de se dire qu'il faut absolument garder ça sans rien rajouter par-dessus au final. Autant pour Paris, je suis d'accord. Paris, c'est au-delà d'être une ville, ça reste malgré tout, Paris, ça reste un produit. Non mais sérieusement, tu parles du tourisme, mais au final, on vend Paris aux étrangers. Forcément, on n'a pas vraiment envie que ça change, parce que on leur offre le Paris romantique des siècles passés, avec toute Ça, on l'histoire leur vend qui étranger va quand avec. ils arrivent, ils les chantent vite, les mecs. Et on Oui, parle- non, mais la dépression des Chinois, on la connaît tous. Tu vois. Ils arrivent en bus de 30 et ils partent déprimés parce que Paris, c'est pas si cool que dans les films ou que dans les images, quoi, au final. C'est dégueulasse, ça pue la pisse, il y a des clodos. C'est normal. On parle de marketing territorial, effectivement, De pour les marketing villes aujourd'hui, territorial. pour qu'elles se distinguent. Et Paris, évidemment, est en tête de tout cela, puisque c'est l'une des villes les plus visitées au monde, avec les attentats du mois de novembre. Bon, on ne sait pas trop si elle est encore première ou si elle est simplement dans le top 5, mais Les touristes, mais ils voilà. partent pas, ils s'explosent. oui, bien sûr. Juste un petit truc, il faudrait quand même pas Nelson. oublier que dans la culture occidentale, on aime beaucoup, on tient beaucoup à nos vieilles pierres. C'est-à-dire que quand on voit des mecs, des islamistes faire péter des bâtiments,
sur Ils font péter centenaire. les symboles, surtout. Ils font non mais nous on supporte pas ça. Tu regardes au Japon, ce qu'ils font, par exemple tous les bâtiments religieux, etc. En fait, ils durent 20 ans, ils sont faits pour durer 20 ans, et tous les 20 ans, ils les détruisent entièrement et ils les reconstruisent. Et pourtant, t'as cette idée de renouvellement, si tu veux. Ces bâtiments, c'est sensiblement les mêmes, mais ils sont plus attachés au lieu, à l'aura du lieu, que au bâtiment lui-même. Nous, c'est un peu, on aime beaucoup ces lieux, de savoir que c'est les murs dans lesquels tu te trouves a vu tel ou tel personnage historique. On est quand même très attaché à ça. C'est pour ça que Matignon, tous les bâtiments politiques sont des bâtiments historiques. Ils n'ont pas fait des bureaux exprès. Non, mais je suis en d'accord. dehors du dernier ministère de la Défense qui vient de sortir, ou de Bercy, Oui, c'est par vrai, exemple. C'est vrai que les trotskistes des Orfèvres, quand ils l'ont quitté, ils ont gueulé, mais ils ont eu le bon sens d'en faire un musée de la police. Oui, voilà, c'est ça ça. qui était déjà là. On continue de conserver quand même malgré tout les bâtiments, même quand ils sont plus occupés par le pouvoir, Baptiste. Non, mais je suis d'accord. Moi je suis carrément pour, sinon la préservation du patrimoine, tous ces bâtiments. Je dis pas qu'il faut les détruire. Après, c'est vrai que il faut pas être, dans le fond, il faut pas être non plus naïf au point de se dire qu'il faut absolument tout garder, qu'il faut quand même rester raisonnable et accepter que il faut quand même qu'on ait une trace de bâtiment aussi. Un exemple, c'est aussi le Louvre et sa pyramide. Voilà. Mais après, même les bâtiments que Nelson a cités, ça fait partie de cet héritage qu'on laisse. Et puis non, mais on va laisser un autre héritage, là, dans pas longtemps, c'est le nouveau hall, hein, les nouvelles halles. Oui. Ils ont réduit, ils ont supprimé les anciens parce qu'ils étaient très moches. Et là, je crois qu'ils sont en train de faire un truc qui est encore plus moche. J'ai vu vite fait un peu à quoi ça allait ressembler. C'est vraiment pas très beau. Enfin bref, ça c'est Ce sera une chronique architecturale que nous proposerons lorsque peut-être. le projet. Je connais rien en architecture, mais pourquoi pas. Mais bon, non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que notre culture passe beaucoup par ces choses-là. Ce qui fait qu'on est français, belge, parce que bon, On a un vieux allemand, pays. machin. Oui, on a un vieux pays. Nous, c'est le vieux continent. Hein, c'est pour ça. On a beaucoup bah, d'histoire. En Asie, c'est pareil, tu vois, mais c'est vrai qu'ils fonctionnent pas différemment. Mais c'est une culture qui passe par là. Et je pense que il faut conserver ça. C'est notre culture, c'est nous on réagit comme ça. Et effectivement, c'est logique que lorsqu'on nous dise lorsqu'on nous explique qu'on va nous mettre une éolienne au milieu du champ de Mars, bah effectivement ça gueule, tu vois. Enfin, c'est pas ce que je dis. Ça va changer le paysage, en effet. voilà. C'était pour une image forte. Oui, voilà, c'est ça. Puis alors, ça va être sympa les soirées sur les champs de Mars avec le bruit de l'éolienne. Non, je pense que l'opposition, ils font maintenant. Franchement, le mec qui a des hectares de champs, il peut prendre 2-3 éoliennes histoire d'eux, quoi. Enfin, il faut qu'il arrête de faire chier, ça empêche pas de pousser les récoltes. Alors, sachant que 2-3 éoliennes, je sais pas si c'est rentable d'apporter, enfin voilà, au niveau câblage, etc., de créer simplement 2-3 éoliennes. Non, mais je veux dire, mais voilà, le nombre d'agriculteurs. effectivement, tu soulignes là qu'il faut y mettre aussi de la bonne volonté. Messieurs, je vous propose de passer tout de suite au coup de projecteur. Ah, c'est pas instantané ce soir les jingles. C'est moins instantané. La Blaxploitation. La Blaxploitation. Non, Nelson? Ouais, bien sûr. La Blaxploitation. It's an English accent. Blaxploitation, ouais, c'est vrai que Blaxploitation, ça marche un petit peu moins bien. On peut franciser, hein, la noire exploitation, la noire exploitation. Ouais, bah c'est bien parce qu'en plus comme ça Tu vas donc nous parler de cinéma communautaire. Exactement, donc oui, alors la Blaxploitation. Very good. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 60 aux États-Unis, qui est en fait dans la grande ère des cinémas de quartier, enfin des cinémas dits bis. On a eu une espèce de vague de cinéma produit par la communauté noire dans les cinémas pour un public noir, c'est-à-dire que toute l'équipe de production du film était afro-américaine et c'était fait juste pour les gens de la communauté afro-américaine. Et bon, ça s'est pas limité aux Afro-Américains. Les Portoricains ont fait la même chose, les Asiatiques ont fait la même chose. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas spécialement c'est pas un cinéma qui vient d'un autre pays, mais c'est un cinéma d'une communauté au sein du même pays. C'est un truc un peu particulier. Et en fait, le Blaxploitation, c'est un peu le porte-étendard de de cette façon de faire du cinéma, qui est vraiment
qui a une identité propre, c'est-à-dire avec ses acteurs, avec ses stars, son système, parce que c'est vraiment un système qui est à part du système hollywoodien, qui est vraiment un circuit parallèle, qui ne fonctionne pas foncièrement de la même façon, même si de temps en temps il y a des aides à droite à gauche de différents studios qui sont plus ou moins connus. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose qui est à part. Donc la question que je me pose, c'est que faire un cinéma communautaire, par rapport à ce que ça apporte, est-ce que c'est réellement une bonne chose de faire un cinéma juste en se disant que les autres qui ne sont pas de sa communauté ne doivent pas le voir? C'est vraiment, enfin, c'est s'isoler un petit peu. Je pense, je sais pas si c'est une bonne chose. Ça passe ça là au truc? Non, d'accord, excusez-moi. Donc ouais, est-ce que c'est une bonne chose de faire un cinéma communautaire vraiment juste pour un type de personnes? Je suis pas sûr. Je pense que ça crée des choses vraiment vraiment intéressantes. Mais je crois que les films qui ont plus marché par rapport à Blaxploitation, films de noir, ouais, Shaft par exemple, c'est un excellent exemple. Ou comment il s'appelle, Melvin Van Peebles, avec ce film qui est un des maîtres du genre, voilà. Donc ça crée des trucs vraiment très intéressants, ça crée un cinéma nouveau, mais est-ce que je trouve que la démarche est un peu étrange quand même. Ah, Baptiste, est-ce que tu partages cet avis de Nelson? Non, pas Pas du tout. spécialement. Non, Pas bah du non, tout. mais en fait, non, mais c'est un cinéma. Après, il faut se dire aussi, faut voir par rapport à la période où ça a été fait, ce cinéma. C'est un cinéma où à l'époque, bah, effectivement, il n'y avait pas vraiment d'acteurs noirs au cinéma hollywoodien. Les mecs, ils n'avaient pas spécialement de films peut-être qui étaient plus ciblés pour eux. Ils en avaient peut-être marre de voir des films avec que des blancs. Bah, à l'époque, c'était que ça. Alors forcément, ils ont créé leur alternative au final. C'est une sorte de, c'est pas la démarche, c'était pas de concurrencer Hollywood, c'était effectivement d'avoir de récupérer cette activité qu'est le cinéma et de récupérer cet art et d'avoir leur place dedans aussi, quoi, au final. Donc après, oui, effectivement, bah, ça, communautaire ou pas, je suis pas sûr qu'ils interdisent les autres communautés de voir leurs films au final. C'est juste qu'à l'époque, c'était des films qui étaient pas dans les salles de cinéma Habituel. voilà, on va dire, dans les quartiers un peu plus bourgeois et autres, mais c'était, ils ont dû faire leur propre divertissement au final. Donc ils ont profité de la chance qu'ils avaient, des moyens qu'ils avaient à ce moment-là. C'est plus, pour moi, c'est pas vraiment une démarche néfaste, c'est plus un genre de cri de révolte, quoi. J'ai pas dit que c'était une démarche néfaste. Ouais, mais je sais plus. Non, mais je sais pas, je me dis que c'est un peu le fait de vraiment faire un truc très ciblé comme ça. C'est aussi un moyen de se dire, ok, vous voulez pas de nous, ben nous aussi on veut pas de vous. Venez pas nous voir, on fait un truc entre nous. Je trouve que c'est un moyen quand même. Enfin, est-ce que c'est pas se couper un peu du reste du monde de faire ça? Ouais, mais bon, étant donné qu'eux-mêmes étaient déjà un peu ostracisés, tu veux qu'ils fassent quoi? C'était eux qui étaient éloignés du business. Tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils viennent et que... Non, enfin, il n'y a pas de rancune dans ce cinéma-là. On peut pas dire que ce soit un cinéma de rancune et qu'ils disent, bon, bah, vous faites votre truc dans votre coin, on va le faire dans le nôtre, quoi. Je pense que le but, c'était peut-être même... Après, bon, j'ai envie d'espérer que malgré tout, c'était aussi pour montrer que eux aussi pouvaient le faire aussi bien que les autres. Et que après, bah, qu'on arrive à un cinéma plus varié, que les deux se rejoignent en fait. Alors, deux points de vue vous opposent. Peut-être demander plus précisément à Nelson, qu'est-ce qui semble pour toi être, qu'est-ce qui serait à l'origine finalement d'une sécession entre les deux et le fait que il y a une surenchère de la part du cinéma black, voilà. Enfin voilà, on voit que Baptiste, pardon. Et plus pour dire, ils ne trouvent pas leur place, donc ils font forcément du cinéma à part. Et toi qui dis, ils se sont ils sont à part, mais du coup ils ont continué à se mettre à part volontairement. Qu'est-ce qui te met sur cette piste-là finalement? Alors, ce qui te distingue de Baptiste? Ce qui met un peu sur cette piste-là, c'est qu'il y a des tas de films, parce qu'en fait, en plus, les films sont très très bons, il y a vraiment des trucs formidables. Je pense, en France, on a eu ce mec qui est un génie absolu, c'est le doubleur d'Eddie Murphy, Med Hondo, qui a fait, pareil, des films parlant d'Afrique, enfin, etc., enfin, vraiment pour les Noirs, etc., pas que. Parce qu'en France, c'est un peu plus flou, en plus, on a l'histoire coloniale, etc., c'est un peu plus flou. Mais il y a vraiment des films qui sont géniaux, et tu sais, c'est un moyen de nous dire, ouais, vous voyez, vous pouvez pas les avoir. C'est des films qui se perdent, malheureusement, à cause de ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage.
Il y a des films super bien, vraiment excellents, je suis sûr on a perdu à cause de ça. Non, pas de réaction. Oui, Après, je suis d'accord avec toi. En soi, c'est complètement logique, c'est justifié, et le résultat est très bon. Je suis pas contre ça, mais c'est vrai que cette espèce d'ostracisation, je dis pas que c'est de la faute au cinéaste black américain, enfin afro-américain, putain, je parle très mal, cinéma afro-américain, mais je me dis que c'est un peu... Nelson, faut que tu te remettes dans un contexte où le racisme était rampant. rampant. Non mais le racisme était encore présent. Je sais bien qu'il était présent. Donc voilà, donc oui, on ne peut pas te dire que oui, mais ils auraient pu faire des efforts. Non, enfin, je veux dire, c'était pas une façon de se mettre à l'écart. Après, effectivement, peut-être que ça a été perçu comme ça. Le fait que eux le fassent dans leur coin sans même eux-mêmes inclure après des membres de la communauté qui les a exclus ou d'autres communautés, c'est peut-être ça après qui fait qu'on perçoit ça d'une certaine façon que c'est très communautaire, c'est très sectaire, que ça reste vraiment entre eux, c'est fait pour eux. C'est un cinéma fait par des noirs, pour des noirs, avec des noirs. Non, c'est juste qu'à l'époque, ils pouvaient faire que ça. C'est ça aussi. Mais après, je comprends, hein, je comprends parfaitement que tu le perçoives comme ça. Je pense que on peut voir ça comme ça aussi. Hein. Je dis pas que j'y ai jamais pensé aussi. Mais après, peut-être suis-je plus optimiste en espérant que... C'est pas une affirmation que je donne, c'est vraiment une question. Et si... Oui, voilà. Et si. Non, mais je suis d'accord. Pour ça, même moi aussi, je sais pas vraiment si les mecs c'était parce que est-ce qu'ils voulaient faire mieux, montrer que ils voulaient faire mieux, pareil que tout le monde pour être inclus. Bon ça, là, c'est des hypothèses depuis tout à l'heure, bien sûr, on sait jamais vraiment ce que. Non, c'est vrai que c'est une question de la communauté. Faire quelque chose de très communautaire, c'est toujours un truc un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des trucs très très bien. Enfin, je pense que la Blaxploitation, c'est un exemple qui est excellent parce qu'ils ont fait vraiment des trucs monstrueusement bons, réellement. Mais il y en a d'autres, honnêtement. Je sais pas, par exemple, la diaspora chinoise aux États-Unis, ils en ont fait. Et franchement, tu t'en rappelles? À part les Bruce Lee, tu vois, enfin, c'est vrai que c'est même pas, c'est même pas vraiment c'est pas vraiment la même chose que l'exploitation au final. Bruce Lee, lui, il était plus vendu après à tout le monde, quoi. Oui, mais à la base, il en a fait partie de ce cinéma-là. Oui, mais justement, après, à la limite, juste pour finir, Nico, il en a fait partie de ce cinéma-là, mais au final, voilà, en faisant ça, après, il a réussi à sortir du truc et à relier les deux. C'est ça que je veux te dire. C'est que c'est un cinéma qui ont commencé, ils ont fait leurs premiers pas. Mais ces films-là, les films de Bruce Lee ne sont... Pardon, excuse-moi. Non, mais voilà, c'est juste pour finir. Il a commencé, effectivement, dans cette communauté du cinéma, dans le cinéma très communautaire, mais au final, pour après... arriver dans on va dire le grand public, hein, entre guillemets, mais voilà, dans tout ce qui est plus mainstream, en gros le cinéma des blancs, on va dire, dans le Hollywood classique, et voilà, ensuite peut-être plus permettre plus de diversité, ce qui était peut-être le but de la Blaxploitation, peut-être pas initialement, mais après effectivement quand ils ont vu que ça marchait aussi bien, c'est ce qu'ils ont voulu faire évoluer, un genre de mouvement social après pour effectivement permettre l'ouverture à membres de la communauté noire afro-américaine de rentrer dans Hollywood. Convaincu par l'argumentaire de Baptiste. Je sais pas. C'est pas vraiment un débat non plus, ouais, pour non, c'est vrai que c'est pas un débat. On est plus ou moins d'accord tous les deux, de toute façon. Oui, voilà, c'est une divergence un petit peu sur on essaie de pousser le truc un peu loin, tu vois, voilà. de développer des questions. On chipote quand même. Ça, c'est un vrai débat, tu vois, en théorie. Pas comme à la télé. Hein. Voilà, et c'est un très beau débat en tout cas que vous avez mené, messieurs. J'espère que l'auditeur, les auditeurs auront effectivement eu plaisir à l'écouter. Marc, j'imagine pas de réaction spécifique sur cette question de la Blaxploitation qui a sévi aux États-Unis. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a des films africains qui soient botswanais, sud-africains, ce que tu veux, qui se sont exportés via un circuit classique, qui aussi sont très très bons. Excusez-moi, Marc est en train de se moucher, je n'ai pas reçu ton mail d'autorisation. Ouais, je vais citer rapidement les dieux sont tombés sur la tête, on en parlait tout à l'heure, c'est partie typiquement de ces films africains à 100%, avec des thèmes africains, etc., qui ont très très bien marché, qui sont toujours très cool à voir, et pourtant ils ne sont pas privés de se développer
au-delà de leurs frontières et de leur idéologie. Pas de réaction supplémentaire, Baptiste, je te vois te rapprocher du micro, c'est pour ça que... pas de réaction particulière, mais non, mais je suis d'accord. De toute façon, il faut essayer de regarder du cinéma du monde entier. Il y a beaucoup de petits pays, des petits bleds qui font un cinéma très intéressant. Et c'est toujours bien d'être curieux vis-à-vis du cinéma et de voyager un peu dans les pays. Et chaque pays a son style, en fait, c'est ça. Chaque pays a vraiment son style particulier. Et c'est très intéressant à force de regarder des films, de voir les différences et de savoir les apprécier, surtout. Le printemps du cinéma en est l'occasion d'ailleurs, puisqu'il a débuté, il s'est terminé, je suis un peu perdu, mais voilà, le cinéma à 4 euros, c'était en début de semaine. Oui, voilà, c'était en début de semaine. Et je peux pas dire, j'ai pas la carte. Enfin, j'ai la carte du coup. Le week-end de Pâques est aussi l'occasion, lorsque vos salles sont ouvertes, d'aller profiter du cinéma. N'hésitez pas, évidemment, à vous y rendre. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à nos chroniqueurs, Marc, Baptiste, Nelson. Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de Radio Rec sur notre site internet radio-rec.fr. Enfin, vous pouvez réagir, poser vos questions ou participer sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de bonnes Pâques pour ce week-end. N'oubliez pas d'avancer votre réveil dimanche et de ne pas aller travailler lundi si vous chômez les jours fériés. À bientôt, bonsoir, bisous. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.